Bonjour à tous, ici Meta Angel et bienvenue pour cette première review sur cette nouvelle chaîne. Première review qui se portera sur Berserk, le chapitre 350, dernier chapitre apparu le mois dernier, en mai 2017, le dernier chapitre disponible. Et voilà, après la lecture de ce chapitre, j'ai eu envie de me mettre au review, notamment sur Berserk, mais peut-être sur d'autres mangas. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas me lancer, faire un petit peu une vidéo comme ça en freestyle, où je ne fais que parler, que donner mon avis, un avis d'un simple lecteur lambda. Et je me dis que voilà, quelqu'un qui a lu le chapitre peut après avoir des théories sur ce chapitre, et du coup je me suis dit pourquoi pas un petit peu parler de moi, ce que je pense, mes théories, surtout que là Berserk s'y porte agréablement bien, surtout en ce moment, parce qu'on est dans un moment phare du manga. Et du coup, je vais en parler. Donc, chapitre 350, on est dans le volume 39, qui n'est pas encore publié, mais on est à peu près à la moitié, je pense, du volume 39, peut-être un peu après, vers les 3/4, entre la moitié et les 3/4, sur l'arc Fantasia. Et donc, on se retrouve dans le rêve de Casca. Donc, d'abord, on était dans le rêve de comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, Farniez. Alors je suis désolé pour les prononciations, c'est un peu... Voilà, on a des noms qui sont... j'avais cherché de mon côté, qui sont un peu allemands, un peu italiens, donc je suis désolé si je prononce assez mal les noms. Mais voilà, je fais de mon mieux. Donc on est avec Farniez et Cherké, qui sont dans le rêve de Casca. On avait commencé par le rêve de Cherké, il me semble, qui après est allé dans le rêve, qui est allé chercher Farnese, et qui l'a du coup emmené dans le rêve de Casca. Ensuite, dans le rêve de Casca, donc on a un rêve en deux strates. La première strate, c'était des dessins très immatures, si je peux dire ça comme ça, avec vraiment une apparence un petit peu de dessin d'enfance qui représentait très bien. Je crois que c'était vraiment un coup très fin de Miura. Il dessinait vraiment d'une façon comme si un enfant dessinait en fait. Et vraiment Casca qui, avec ce traumatisme, le traumatisme de l'éclipse qu'elle a eu juste après l'éclipse, voilà, on est vraiment dans de la symbolisation pure, et je trouve ça très intelligent d'avoir fait des dessins très enfantins. Ça représente vraiment le personnage de Casca qui est détruit, et du coup ils vont rentrer dans la seconde strate du rêve, et là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, avec de la symbolisation, mais à 100%. J'ai l'impression que tout est symbolique, du fond à la forme, et c'est vraiment énorme. Donc on se trouve un petit peu dans un environnement désertique, aride, où il fait nuit, vu qu'il y a la scène de l'éclipse qu'on voit au fond. On voit ça à la fin du chapitre. Donc voilà, les Cherké et Farnese vont trouver une épée et un casque en premier lieu, qui vont être liés à un souvenir, le souvenir de Guts qui combat Casca. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le tout premier combat, le tout premier lien qui a pu se faire entre Casca et Guts. Et donc après ça, on va trouver plusieurs objets ou plusieurs symboles qui sont chacun liés à un souvenir précis de Casca. Un souvenir, j'imagine, qui est important pour Casca, qui est même majeur. Donc on retrouve, voilà, il y a plein de souvenirs. Ça, je trouve ça d'ailleurs assez étonnant que Miura a passé assez vite sur les souvenirs. Je m'attendais à voir 5 ou 6 chapitres, au moins, minimum, peut-être même plus de 10, sur les souvenirs de Casca, parce qu'il y a de quoi faire en fait. Et surtout, Farnese et Cherké allaient découvrir un petit peu le passé
de Casca, ce qu'elle était vraiment avant le traumatisme, et comment aussi étaient Guts et Griffith. C'est des personnages qui ont évolué. Maintenant, le Guts d'aujourd'hui n'est plus le Guts d'avant l'Eclipse. Il y a vraiment un avant et un après. On peut le voir vraiment beaucoup. Et du coup, Cherké et Farnese découvrent intensément ce qu'était le Guts d'avant. Donc c'est vraiment un personnage qui ne connaissent presque pas, hein, en fait. Donc voilà, on trouve plein de souvenirs qui sont un petit peu vus comme ça à la chaîne. Il y a quelques pages qui sont, on voit une bonne grosse dizaine de souvenirs passés comme ça en vite. Je trouve ça pas si mal, en fait. Comme ça, on va pas s'éterniser sur le rêve de Casca, on les passe d'une façon assez vite, assez symbolique. Mais voilà, au moins, on les passe comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est quand même à un moment du manga qui est ultra important, ultra fort. Depuis 20 tomes, plus de 20 tomes, Casca n'a plus ses souvenirs. Là, on est en train de les reconstruire avec la poupée dans le cercueil. Là, on est vraiment à un passage majeur, hein. Après ce rêve, après ce passage, on imagine évidemment que Casca va récupérer ses souvenirs et sa personnalité d'avant. Et là, on va avoir un avant et un après qui va être sûrement très très important. Donc voilà, on voit plein de souvenirs avec Guts, beaucoup plus avec Guts qu'avec Griffith, alors que pourtant, avant la scène de l'éclipse, Griffith était un personnage très très important pour Casca. C'était même son personnage, enfin c'était la personne la plus importante pour elle. On ne sait pas trop s'il y avait de la romance ou bon, on sait que Casca voulait être le bras droit de Griffith. Il me semble qu'elle l'a dit elle-même. Mais une fois que Guts est apparu dans son environnement, elle a un peu changé et elle s'est un petit peu tournée vers Guts pour tomber amoureuse de Guts. Dans son rêve, on trouve tout un panel de monstres. On trouve des insectes, notamment des espèces d'araignées, des grandes chauves-souris, des monstres à queue, des boules avec deux pattes, des monstres tentaculaires, aquatiques, des boules sur pattes. Voilà, on a vraiment un monde de la monstruosité qui est là exploité. Et il me semble que c'est Cherké qui dit qu'elle pense que c'est un petit peu ce que Casca a dans sa mémoire comme monstruosité, comme les choses un peu viscérales, un petit peu les plus monstrueuses pour elle. Et voilà, là on peut théoriser à fond parce que pendant la scène de l'éclipse, au tome 12, 13, 14, dans ces zones-là, Casca, donc vous le savez, a été violée, a été retenue par des espèces de bras, des tentacules, et autour d'elle, c'est l'apocalypse, hein. C'est l'enfer, c'est les apôtres qui tuent allègrement toute la troupe du faucon, des apôtres, des monstres. Voilà, donc on a là vraiment, dans le rêve de Casca, je pense, des souvenirs de cette éclipse et qui sont là symbolisés par des monstres. Donc c'est assez simple, mais voilà, on retrouve quand même, je trouve, beaucoup de tentacules, beaucoup de monstres un peu visqueux, un petit peu limite sexuel et phallique, hein, en fait. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre la scène de viol et ces monstres. C'est clair et net. Au début, quand on voyait les espèces d'énormes chauves-souris là attaquer le chien que représente Gatsu, je pensais que c'était le symbole de Griffith. Parce que c'est des monstres volants, parce que c'est un peu... même si le faucon et la chauve-souris sont pas des animaux qui sont très proches, c'est quand même tous deux des animaux ailés. Mais on se retrouve avec tout un panel après d'autres monstres qui pourraient représenter des apôtres, qui pourraient représenter le mal en lui-même. Voilà, on n'a pas que la chauve-souris, du coup, je peux pas vraiment dire que ça représente Griffith, même si ça pourrait. Je pense plus que ça représente vraiment le monde
des monstres pour Casca, vraiment liés à l'éclipse. Donc on a toute cette animosité qui se retrouve dans ce chapitre, les souvenirs enchaînés, la temporalité également qui est altérée. Alors ça c'est super intéressant parce que du coup on ne sait pas vraiment combien de temps Cherki et Farnese se sont retrouvés dans ce rêve, dans ces souvenirs, dans Casca elle-même en fait. Hein. On ne sait pas, un mois, Cherki dit un mois, une année, voilà, elle-même ne sait pas vraiment. On voit après qu'elle dit ça, qu'elle est quand même assez cabossée. Il y a elle a sur son visage des traces du temps qui est passé. On voit qu'elle soit un peu blessée, un peu usée. Donc on peut savoir que là, ça fait vraiment des semaines et des semaines, alors que pour nous, ça fait 2-3 chapitres. C'est vraiment très court, mais voilà. On peut vraiment dire que elle découvre les souvenirs vraiment avec une intensité forte et un temps très long. Et on voit cette destination finale, du moins c'est comme ça qu'elle l'annonce, qui est l'éclipse, hein, on la voit. Et même, je trouve ça ultra fort en symbolique, parce que c'est le seul, sur toute le chapitre, c'est la seule image où on peut voir vraiment un pic, vraiment une colline. Donc quelque chose qui est prépondérant, quelque chose qui est en hauteur, et c'est vraiment l'éclipse. L'éclipse qui est encore dans les cieux évidemment, mais c'est vraiment le point prépondérant de toute cette scène. Je trouve ça vraiment très symbolique, comme si c'était le chapitre final, comme si c'était la dernière scène, le dernier truc, le truc le plus haut, le plus élevé dans l'esprit de Casca, le plus important, et vraiment ce qui va créer toute la révélation en fait, hein, pour Cherki et Farnese, parce que nous on sait un petit peu ce qui va se trouver, même si bon, à la fin du chapitre on sait pas trop. Je vais en parler juste après, mais voilà, on imagine que là ça va être la fin du rêve. Elles ont reconstruit quasiment l'entièreté du corps, sauf le sein gauche, donc la place du cœur. Je pense encore une fois que ça a été fait évidemment exprès, hein. C'est pas pour rien que c'est du côté du cœur, il manque le côté du cœur, et c'est évidemment une scène extrêmement importante dans le manga, la scène de l'éclipse. Donc voilà, là ça va être quelque chose d'important. La petite Casca qui est à l'intérieur de Casca, la mini Casca, on va l'appeler mini Casca, qui ressemble d'ailleurs assez fortement, je trouve, au personnage. Je sais pas si elle a un nom, j'ai pas noté son nom, mais au personnage qu'on voit 2-3 fois déjà, qui dans le manga, hein, qui a sauvé Guts. On la voit un petit peu liée à un être de lumière qui sauve Guts quand il est dans de beaux draps, qui est ce personnage un petit peu que Casca protège, que Casca perd 2-3 fois. On la voit un petit peu, je sais pas si vous savez de qui je veux parler, mais là je peux pas vraiment vous introduire plus que ça. On la voit notamment dans la scène où on voit des crocodiles un petit peu humanisés qui vont frapper, qui vont attaquer la petite troupe que Guts a formée. Et donc ce petit personnage là ressemble, je trouve, étonnamment à la mini Casca, qui se trouve dans le corps de Casca. Et donc cette petite Casca, donc là c'est vraiment la chose que tout le monde est hypé de fou, parce que personne ne sait vraiment en fait qu'est-ce qu'elle veut voir. Donc cette mini Casca dit qu'elle veut voir cette personne qui n'est pas dite, on ne sait pas qui elle veut voir. On ne peut que théoriser, hein, au final, que théoriser sur ce qu'elle veut voir. Donc voilà, j'ai trouvé plusieurs théories. Donc on a les principales. Peut-être qu'elle veut voir Guts. C'est personnellement celui que j'aimerais le plus voir, je dirais, parce que... Mais encore une fois, c'est très flou, parce que Guts, on l'a vu quand même dans beaucoup de souvenirs. C'est quand même étonnant que la mini Cascade dit je veux voir quelqu'un, et que ça soit Guts, alors que Guts, on l'a quand même vu beaucoup de fois dans ce chapitre. Un personnage vraiment important. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Est-ce que c'est Guts? On ne sait pas. Griffiths, peut-être, étant donné que la scène de l'éclipse se passe intégralement sur Griffiths. Je m'attends clairement à voir Griffiths dans le prochain chapitre, mais c'est peut-être pas cette personne
qu'elle veut voir. Puis encore une fois, voilà, c'est le personnage qui lui a causé, qui lui a en partie, dans une très grosse partie, causé le traumatisme. Alors je trouverais ça un peu bizarre qu'elle soit encore accrochée à ce point à Griffiths. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être Griffiths, le personnage que la mini-casca veut voir, mais voilà, c'est encore un peu flou. Mais bon, Cherki et Farnese ne savent pas encore ce que le faucon a fait à Casca, donc ça pourrait totalement être Griffiths, parce que elles-mêmes, les Cherki et Farnese, croient savoir qui est la personne que la mini-casca veut voir. Peut-être du coup qu'elles ne savent pas encore ce qui s'est passé, tout ça, peut-être qu'elles peuvent dire que c'est Griffiths. Puis encore, on a vraiment ce trio, hein, Griffiths, Casca et Gatsu, c'est vraiment le trio principal, j'ai envie de dire, de Berserk. C'est vraiment les trois personnages auxquels on graphite, hein, c'est vraiment très très important. Et du coup, on a eu Gatsu plein de fois pendant le chapitre, on a Casca qui est le moteur du chapitre, peut-être Griffiths, peut-être le dernier, mais encore une fois, on l'a vu, Griffiths, un petit peu. On a vu notamment quand il donne l'épée à Casca, la première fois qu'il voit Casca, il lui donne l'épée pour qu'elle puisse tuer son assaillant. Mais voilà, je trouvais ça aussi assez bizarre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ce souvenir-là de Griffiths se trouve après le souvenir de Gatsu, qui pourtant temporellement dans l'histoire se trouve après Gatsu, se trouve après Griffiths. Je trouve ça assez étrange que on ait au final introduit Gatsu avant le souvenir de Griffiths, alors que temporellement ça se trouve après. C'est peut-être voulu, peut-être que c'est juste voilà, les souvenirs qui sont comme ça en rafale, on chope un peu ce qui passe par-ci par-là. Donc je sais pas. Aussi, chose que j'ai oublié de dire, Farnese, je sais pas comment son prénom se dit, découvre, enfin je vais pas dire découvre, je vais plus dire approuve, rend juste le fait que Casca et Gatsu ont une relation. Là pour le coup elle est confirmée. Avant on savait plus ou moins que Farnese et Cherki savait pour la relation Casca-Gatsu, mais c'était un petit peu mis en suspens, on savait pas trop, notamment c'était sur la scène quand elles étaient sur le bateau et qu'elles faisaient le voyage astral. On nous a pas dit clairement que Gatsu avait révélé ça, mais on nous avait quand même introduit bien la chose pour qu'on pouvait clairement le dire. Hein. Là, c'est assez clair. Et là, pour le coup, dans le rêve de Casca, c'est clairement dit. Donc voilà, je voulais quand même le dire, parce que pour Farnese, au moins c'est clair. Pour Cherki, on sait pas trop, elle baisse un peu les yeux, voilà, c'est un peu flou, mais pour Farnese, c'est clair. On pourrait aussi théoriser sur qu'est-ce que la mini Casca veut voir, qu'est-ce qui va se passer, sur peut-être le bébé, peut-être, de Casca, donc de Casca et Griffiths, ça serait plutôt ça. Bébé un peu difforme, bébé qu'on voit à plusieurs reprises dans le manga, que Casca au final protège plus ou moins, hein. Notamment de Gatsu. Je m'en rappelle d'une scène où elle l'avait un petit peu dans ses bras et elle le protégeait vraiment de Gatsu. Donc peut-être le bébé, même si voilà, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, ça m'étonnerait qu'on voit le bébé, même si c'est encore un point important, et je pense qu'il y aura son importance dans la suite de l'aventure. Ça m'étonnerait que ça soit le bébé, mais encore là, c'est une théorie, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi Casca elle-même au final, la mini Casca qui retrouve la Casca d'origine, qui retrouve la vraie Casca qu'on a perdue depuis des années quand même, c'est important de le souligner ça. La mini Casca qui aimerait redevenir la vraie Casca, donc cette personne pourrait peut-être être elle-même, pourquoi pas, on ne sait pas. Donc voilà, plein de points d'interrogation, plein de délires fantasmagoriques, de délires un petit peu sexuels avec les monstres.
Chapitre extrêmement intéressant, extrêmement théorisable, très symbolique. Même l'introduction de chaque souvenir, je trouve, est super symbolique, quoi. Le Gatsu est introduit par une épée et un casque de guerrier, alors que Griffith est introduit par une épée et une cape. C'est pas le casque et la cape, c'est pas la même chose. Symboliquement, il y a quand même des choses différentes. Euh, Même, on voit une espèce de cascade qui tombe des cieux. Alors, c'est pour représenter cascade qui tombe de la falaise. C'est encore, je trouve ça super symbolique. Et voilà, on a que des symboles. Et au final, même le cercueil, au final, est un symbole en lui-même, hein, et la poupée détruite. Tout ça, c'est ultra symbolique. Le chien, Gatsu, le chien, c'est pas n'importe quel chien. On n'a pas, on n'a pas un labrador. Ici, on a un chien qui a des traits vraiment difficiles, vraiment très, très scindés, très, très, très noirs, très. C'est pas un chien qui d'apparence est très calme, très sage. On a quelque chose de très, très dur. Puis on a encore la jambe, le bras gauche de Gatsu qui est coupé, qui est représenté par la patte avant gauche du chien qui est cassé, avec son œil qui est borgné. Donc voilà, on a tout un tas de choses extrêmement symboliques, super intéressant. Moi, je m'attends à avoir dans la suite clairement Gatsu et Griffith, le faucon, clairement. Je ne sais pas si on va nous montrer la scène de viol. Peut-être, sûrement. Ça, je pense que ça serait un choc, hein, pour Sharkey et Farnese, parce que elle n'était pas au courant au final de ça. Je pense que ça va être un véritable choc. Mais voilà, on ne sait pas, on théorise. J'attends avec impatience le chapitre 351. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du chapitre. Je vais vous laisser là. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine review. C'était Meta Angel. Salut à tous!